protéger. Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici les titres. Le Togo a depuis hier son data center. Le centre inauguré par le chef de l'État fait partie des projets ambitieux contenus dans la vision 2020-2025 du gouvernement. Lomé Data Center fera de notre pays un hub technologique et va servir à héberger des données sensibles dans un environnement sécurisé. Faire le point sur les actions de régulation et de modernisation du secteur d'eau en vue d'en assurer la protection, c'est l'un des sujets du Conseil des ministres de jeudi qui engage aussi des actions pour accompagner la réussite de la campagne agricole 2021-2022. De la parole aux actes, la France vient de suspendre sa coopération militaire bilatérale avec le Mali. Paris a pris cette décision en réaction au deuxième coup d'État qu'a connu donc le pays en à peine 9 mois. La décision à terme pourrait aboutir à un retrait définitif des troupes françaises du Mali. Dans la deuxième partie du magazine pluriel, la planète Terre vit depuis quelques décennies au rythme des changements climatiques. L'activité humaine y contribue pour une bonne part. Des efforts sont bien entendu entrepris pour y remédier, mais beaucoup reste à faire. Monsieur Komla Edou est le coordonnateur national du projet 4e communication nationale actualisée sur les changements climatiques. Il est notre invité. Il nous en parle donc dans ce journal. Et puis les échos du palais, les sports et la revue de presse sont les autres rubriques de ce journal magazine. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Le Togo redynamise ses infrastructures de communication. Depuis hier, notre pays dispose d'un data center, son premier creuset numérique. Lomé Data Center, qui a été inauguré hier par le chef de l'État Faure Gnassingbé, est le fruit d'un partenariat entre l'État togolais et la Banque mondiale dans le contexte du programme ouest-africain de développement des infrastructures de communication. Il répond ainsi à l'ambition des autorités togolaises de faire du Togo un hub digital attractif pour les investisseurs. Grâce Goto. Lomé Data Center est un espace cloisonné qui permet le stockage et l'administration de serveurs ainsi que divers équipements informatiques pour une ou plusieurs entreprises. 3 initiatives majeures montrent l'importance du digital dans la gestion en situation de crise. Ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale, Sina Lawson. Nous traversons une pandémie dont la lutte a montré l'efficacité du recours au digital comme outil déterminant de politique publique. En premier lieu, la plateforme digitale du programme Novici de transfert monétaire aux populations vulnérables a permis d'octroyer une aide financière de 13,3 milliards de francs CFA à près de 820 000 personnes sans jamais les rencontrer. Ensuite, le site web voyage.gouv.tg a permis de fluidifier et de rendre plus rapides les formalités d'immigration et de tests Covid préalables à l'entrée et à la sortie du territoire togolais. Enfin, vaccin.covid19.gouv.tg va permettre dès la semaine prochaine au ministère de la Santé d'émettre des passeports vaccinaux à toutes les personnes vaccinées contre la Covid-19. La feuille de route 2020-2025 du gouvernement place la digitalisation au cœur du développement du Togo. Pour sa mise en œuvre rapide, le gouvernement s'est engagé à ce que 95% des Togolais aient accès au très haut débit Internet d'ici 2025. Retrouvons la ministre Sina Lawson. La disponibilité des infrastructures, notamment Internet, est le point de départ de toute politique de digitalisation. Pour accélérer ce déploiement des infrastructures,
le gouvernement vient d'initier une stratégie de convergence entre l'énergie et le digital, dont l'objectif est d'allier l'accès à l'électricité avec celui du très haut débit Internet pour la majorité des ménages togolais. Lomé Data Center constitue une infrastructure majeure et revêt une importance stratégique, non seulement au regard de la dynamique de croissance de notre pays, mais aussi comme un puissant levier dans l'atteinte des objectifs de la feuille de route 2020-2025. Cette infrastructure répond à l'ambition de faire de notre pays un hub digital attractif pour les investisseurs, tout en lui garantissant une souveraineté numérique. Les data centers sont des structures incontournables et des centres de connectivité pour toute région ou pays qui souhaitent se développer. Écoutons la directrice générale de la Société d'infrastructure numérique, Madame Atia Bill. La construction de cet édifice a été initiée dans le cadre du programme régional ouest africain des infrastructures de communication, le projet WARCIP, qui est financé par près de la Banque mondiale pour améliorer la connectivité et les télécommunications au Togo et aussi en Afrique de l'Ouest. Dans la continuité de ce même projet, il a été décidé en novembre 2016 la création de la Société d'infrastructure numérique du Togo, avec pour objectif de détenir et de gérer des actifs publics stratégiques du secteur des télécommunications. Ainsi, Lomé Data Center fait aujourd'hui partie des actifs qui appartiennent à la SIN, au même titre que le point d'échange Internet qui permet l'interconnexion entre les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'accès à Internet. La SIN a pour obligation de mettre en place des partenariats publics-privés afin d'assurer l'exploitation, la bonne gestion et la maintenance des réseaux de fibre optique en sa possession, et tout cela dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui sont applicables au Togo. Lomé Data Center est un bâtiment technique comprenant des salles d'hébergement de serveurs informatiques, dont 400 mètres carrés pour le privé et 100 mètres carrés pour le gouvernement, un système de refroidissement, un dispositif électrique sécurisé couplant des groupes électrogènes, de l'énergie fournie par la compagnie Énergie électrique du Togo, un atelier d'énergie solaire ainsi qu'un bâtiment administratif. La coupure du ruban symbolique par le chef de l'État-fort Essozimna Nyasingbe et la visite du site ont mis fin à la cérémonie. Grâce Goto que nous allons retrouver dans le courant de cette édition. Plusieurs dossiers, ont été examinés jeudi en Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État-fort Essozimna Nyasingbe. Entre autres sujets évoqués au cours de la rencontre, un avant-projet de loi, 2 projets de décret et 2 communications. Le Conseil a aussi écouté 2 communications, les communications dans les secteurs de la communication, de la justice, des transports, de l'agriculture, de la santé et de l'environnement. Quant aux 2 projets de décret, ils portent respectivement sur l'établissement d'un programme national de sécurité de l'aviation civile et la création d'une commission nationale de lutte contre la traite des personnes. Le Conseil a été suivi d'une conférence de presse qui a permis au ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement d'apporter plus de lumière sur certains points de la rencontre. Ministre Akoda Ayewadan, porte-parole du gouvernement. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans notre pays est régie par une loi organique qui, depuis 2004, connaît des évolutions successives. On en est à la 4e évolution, ce qui est un indicateur dont il faut parler. Je voudrais dire tout simplement que dans notre pays, le gouvernement s'adapte aux évolutions des médias et fait en sorte que les textes qui organisent ou qui régulent les médias soient à un niveau très élevé en termes de protection de la liberté d'expression. Pour revenir spécifiquement à l'avant-projet de loi organique qui a été adopté au Conseil des ministres, le gouvernement prend en considération le nouveau code de la presse et de la communication dans ses évolutions. Pour harmoniser les textes contenus dans ce nouveau code avec la loi organique, propose des évolutions de la loi organique. Et ces évolutions vont concerner notamment, par exemple, la composition de la radio. Aujourd'hui, nous avons une composition de 9 membres. Et parmi ces 9 membres, 2 sont issus de la presse, des journalistes. Ce nombre va être porté à 4. Porté à 4 sur instruction du chef de l'État qui libère
sur son quota un membre et un autre membre a été prélevé sur le quota de l'Assemblée nationale. Désormais, la liste de ces journalistes sera déposée auprès de l'OTM et c'est l'OTM qui portera cette liste à l'Assemblée nationale, ce qui nous permet de remettre cet observatoire qui est un premier niveau, n'est-ce pas, de traitement des litiges, de remettre cet observatoire au centre même de l'élection des membres de l'ARAC. Il y a d'autres innovations en termes de procédure. L'ARAC, désormais, se cantonnera aux décisions administratives et les décisions définitives seront reversées à la justice, tout simplement aux juridictions. Autres innovations relativement à des délits qui désormais seront réservés à la justice, des délits comme la diffamation, des délits comme l'atteinte à la sûreté de l'État, seront réservés aux juridictions, tout simplement parce que nous considérons que les juridictions sont le lieu indiqué pour pouvoir débattre en long et en large de ces délits. Donc au total, il y a un certain nombre d'innovations pour permettre à l'ARAC d'être à des standards très élevés dans son rôle de régulation et pour permettre également à notre pays de s'affirmer encore dans sa capacité à protéger la liberté d'expression. Le secteur de l'agriculture a aussi fait l'objet d'une communication, étant donc considéré comme l'un des poumons de l'économie togolaise. Le gouvernement entend entreprendre des actions pour la réussite de la campagne agricole 2021-2022. Ministre Akoda Ayiwada. La campagne agricole a démarré depuis quelques jours, au gré du démarrage aussi de la saison des pluies. Avant même le démarrage de la campagne, le gouvernement avait déjà entrepris un certain nombre de mesures dans le cadre de la feuille de route 2025. Et au rang de ces mesures, on peut citer les zones d'aménagement agricole planifiées, qui sont des espaces de près de 10 hectares ou 100 hectares sur lesquels le gouvernement se propose d'opérer le dessouchage, de créer des points d'eau et d'organiser l'agriculture. Ces premières mesures ont pour objet justement d'assurer la réussite de la campagne. Mais elles ne sont pas les seules. La mise à disposition des intrants constitue des mesures prises par le gouvernement, la mécanisation de l'agriculture qui est désormais une réalité chez nous. Sur toute l'étendue du territoire, un inventaire a été réalisé pour identifier les disponibilités en termes d'engins mécaniques pour aider à l'agriculture. Cet inventaire a également concerné la disponibilité des pièces de rechange, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité de dire où exactement l'on peut trouver, ne serait-ce qu'un tracteur, pour pouvoir opérer les labours. Il y a également, le gouvernement a mis à disposition des pompes pour faciliter l'irrigation, notamment pour les maraîchers, et des pompes subventionnées. Des pompes subventionnées qui sont disponibles auprès du groupement EDF Bibox. L'État subventionne à 50% l'achat de ces pompes. Donc toutes ces mesures-là permettent évidemment, si la pluviométrie est au rendez-vous, permettront d'avoir une campagne agricole réussie. Je voudrais rajouter également que, en termes de disponibilité des semences, une quantité importante de semences améliorées est également disponible chez tous les distributeurs sur toute l'étendue du territoire et les techniciens, notamment de l'ITRA et des autres institutions, sont disponibles pour aider les agriculteurs dans le lancement de la campagne. Donc le gouvernement est véritablement à pied d'œuvre pour faire en sorte que la campagne agricole 2020-2021 soit une belle réussite. Sur les zones identifiées par le ministère de l'eau, on peut retenir essentiellement la région maritime. La région maritime avec point d'orgue, Lomé et la zone de Thiévier, comme zone où il y a une exploitation un peu élevée des ressources en eau. Pendant quelques années, des années antérieures, la distribution, l'approvisionnement en eau dans notre pays, notamment dans la capitale et dans sa périphérie, était un peu difficile. Difficile pour plusieurs raisons. Mais depuis quelques années, les efforts du gouvernement tendant à réhabiliter certains châteaux d'eau, tendant à installer des forages dans des points clés de la ville de Lomé, ont permis de corriger cette difficulté d'approvisionnement en eau. Et à partir du moment où l'eau est désormais un peu plus difficile, il est normal de revenir en arrière
pour regarder l'équilibre à réaliser entre les initiatives personnelles ou individuelles en termes de captation d'eau et les initiatives gouvernementales en termes de distribution d'eau. L'idée, c'est de prendre des textes qui vont désormais réglementer le forage, la captation de l'eau et la distribution de l'eau. Mais on doit aller au-delà de ces éléments. Aujourd'hui, il faut distinguer entre la captation pour l'eau de boisson et la captation pour l'industrie. Et ces deux types de captation ne peuvent pas être réglementés de la même manière. Donc il y a un travail qui est en train d'être réalisé pour voir dans quelle mesure les contrôles peuvent être exercés sur ces captations-là et, dans la mesure du possible, voir comment l'État pourra exercer son rôle régalien, n'est-ce pas, de taxation et éventuellement de cette captation d'eau. Lancement ce matin sur le campus universitaire de Lomé de la campagne de vaccination à l'intention des étudiants. C'est une initiative de la préfecture du Golfe et du ministère en charge de la santé qui vise à atteindre l'immunité collective et la reprise rapide des cours en présentiel. Kogbeche Adjo Ameto, médecin-chef de la commune du Golfe 3. Cette vaccination de la population estudiantine vient à point nommé parce que la pandémie de coronavirus a beaucoup ralenti les activités sur le campus, en l'occurrence les cours en présentiel. Alors, cette vaccination pourra permettre aux étudiants de bénéficier de la carte de vaccination électronique qui sera nécessaire plus tard pour des voyages à l'extérieur du pays. Pourquoi est-ce que c'est Sinovac qu'on a choisi et pas d'autres? Parce que l'espace entre les deux doses est plus court, c'est-à-dire de 4 semaines, comparativement à AstraZeneca, où il faut au moins 8 semaines. Pour le professeur Joseph Thibé, directeur du Centre des œuvres universitaires de Lomé, cette campagne est le fruit d'un travail consensuel et technique. Professeur Thibé, que nous écoutons. C'est de façon consensuelle que nous avons défini un calendrier. Beaucoup de Togolais sont réticents à prendre le vaccin. Et donc, nous avons estimé nécessaire de sensibiliser les étudiants pour qu'ils puissent comprendre les enjeux réels liés à cette campagne de vaccination. Aujourd'hui, le 5 juin, nous allons lancer officiellement la campagne de vaccination à l'endroit des résidents des cités universitaires. Et ces résidents sont estimés à 288 étudiants pour ceux qui ont 20 ans et plus et qui sont togolais, et 88 étudiants pour les étrangers. Cette campagne de vaccination couvre toute la première moitié du mois en cours. Et voici les chiffres du Covid-19 au Togo depuis hier, 4 juin 2021. 9 des 983 personnes testées hier sont positives. Elles portent le nombre total de cas positifs à 13 522. 56 guéris ont par ailleurs été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 13 161. Le nombre total de décès reste inchangé à 125. Le nombre de cas actifs est de 236. Un total de 338 500 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Un atelier régional de restitution de l'étude sur l'état des lieux de l'alphabétisation et de l'éducation non fonctionnelle ANEF au Togo s'est tenu jeudi dernier à Kara à l'intention des acteurs impliqués dans le système éducatif togolais, notamment le sous-secteur de l'ANEF. Atop Kara Léontine Tedio. Cet atelier organisé par l'Institut de coopération internationale de la Confédération allemande pour l'éducation des adultes dénommé DVV International, en partenariat avec le ministère en charge de l'alphabétisation, marque le démarrage effectif des activités de cet institut au Togo. La rencontre a permis de présenter les résultats provisoires de cette étude aux acteurs régionaux intervenant dans le sous-secteur de l'alphabétisation de l'éducation non formelle pour recueillir leurs avis et contributions afin de les améliorer et sortir un document final avec les données actualisées sur la situation de référence de l'ANF au Togo. Il était également question pour l'Institut DVV International d'amener ces acteurs à s'approprier et à vulgariser ces résultats provisoires afin de faciliter la suite de ces activités de terrain. Les participants ont, au cours des travaux, suivi la présentation des résultats provisoires
qui ont ressorti les forces et les faiblesses, les atouts et les potentialités de l'ANF, ainsi que les objectifs majeurs fixés par le gouvernement togolais pour inverser la tendance actuelle de l'ANF au Togo d'ici 2030. Selon les résultats provisoires de cette étude, 43% des adultes âgés de 15 à 45 ans n'ont jusqu'à présent aucune notion en lecture et en écriture, tandis que 9,5% des enfants de 9 à 14 ans sont en situation de non-scolarisation. 8,1% des enfants de la même tranche n'ont pas accès à l'école et 1,4% d'autres enfants du même âge ont de façon précoce abandonné l'enseignement primaire. La même étude révèle que les structures d'accueil ont diminué de 42,7% entre 2013 et 2019 sur toute l'étendue du territoire, passant de 1195 centres à 685 en alphabétisation de base et de 229 centres à 118 centres en post-alphabétisation. L'étude montre par ailleurs qu'au niveau de la région de l'Akara, le taux d'analphabétisme est de 45,9%. Elle a en outre constaté que le Togo dispose d'un cadre institutionnel favorable à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle. Cependant, les difficultés majeures sont liées à la qualité des programmes et au manque de ressources. Pour le directeur national de l'Institut DVV International, Uro Okuru Wakilu, l'alphabétisation et l'éducation non formelle n'est plus seulement apprendre à lire et à écrire. Elle évolue vers une alphabétisation fonctionnelle pour permettre aux apprenants de s'organiser en groupe d'intérêt afin de bénéficier des appuis financiers et matériels pour améliorer leurs conditions de travail et leur quotidien. L'Institut DVV International est arrivé au Togo en 2019 à l'issue d'un accord mémorandum et est opérationnel depuis février 2021. Il œuvre dans les domaines de l'éducation des adultes, de la santé et de l'agriculture. Léontine Teteho Arokmawe, agence togolaise de presse Kara pour Radio Lomé. Merci à toi, Léontine Tediou. Dans le cadre des excellentes relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays et à l'invitation de son Excellence M. Faure Sozona Nyazingbe, président de la République togolaise, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso, effectue une visite d'amitié de travail au Togo le dimanche 6 juin 2021 afin de réserver un accueil chaleureux, cordial et authentique à notre illustre hôte. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires invite les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les officiers supérieurs des FAT, le corps diplomatique, les députés membres du bureau de l'Assemblée nationale, les chefs traditionnels du Grand Lomé à se rendre à l'aéroport international Gnassingbé-Yadema de Lomé le dimanche 6 juin 2021. La mise en place doit être terminée à 8h30. La direction générale de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, porte à la connaissance des opérateurs économiques que l'exportation des produits agricoles est soumise à la présentation aux postes frontières d'un certain nombre de documents, entre autres le quitus d'exportation délivré par l'ANSAT. Par conséquent, toute sortie de produits agricoles hors des frontières togolaises sans ce document relève d'un trafic et donc tombe sous le coup de la loi. Il est alors demandé aux directeurs régionaux de l'ANSAT, en collaboration avec tous les services de poste frontière, de veiller à l'application stricte de cette disposition.
Après le second coup de force, la France décide de la suspension des opérations militaires françaises avec le Mali. Il s'agit pour Paris de tenter de pousser la junte au pouvoir vers la transition politique exigée par la communauté internationale. Première réaction de Bamako après la décision de la France, le ministère malien des Affaires étrangères a reçu hier l'ambassadeur de France au Togo, Joël Meyer. Grâce Gouto. La décision de Paris planait depuis le week-end dernier. Dans une interview, le président français Emmanuel Macron avait clairement laissé entendre que la présence française au Mali, envoyée à la demande des autorités maliennes pour lutter contre les groupes djihadistes, n'était pas éternelle et qu'elle pouvait s'achever dans certaines circonstances. Le deuxième coup d'État qui accentue une crise politique pouvant profiter aux djihadistes en fait partie. Pour l'heure, poursuit Paris, il ne s'agit que de mesures conservatoires, soldats étant sur place. Et le ministère des Armées d'expliquer que la décision sera réévaluée dans les prochains jours selon la décision des autorités maliennes. À Bamako, le ministère des Affaires étrangères a reçu l'ambassadeur de France, Joël Meyer, au moment où d'autres actions sont en cours pour apaiser la situation. Un communiqué rendu public à l'issue de la rencontre souligne que le Mali respectera ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Par ailleurs, l'ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer, et le numéro 2 du ministère malien des Affaires étrangères ont souligné l'importance du partenariat entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme. C'est donc sur fond d'intenses négociations et tractations que les Maliens attendent impatiemment la cérémonie de prestation de serment lundi du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. En France, on attend avec une oreille attentive cette cérémonie. Seconde partie de ce journal magazine invité. Les gaz à effet de serre se révèlent être de potentiels éléments dans la régulation du climat. Depuis une décennie, l'activité humaine a considérablement contribué à l'accroissement de ces gaz dans l'atmosphère. En conséquence, l'équilibre climatique naturel a été modifié. Le climat se réajuste par un réchauffement de la surface de la Terre. Malgré les engagements des États dans la lutte contre le réchauffement climatique, des efforts restent encore à faire. Il est important de se mobiliser et d'agir en commençant par l'abandon des comportements qui pourraient augmenter les gaz à effet de serre. Ce samedi, nous recevons M. Komlan Edou. Il est le coordonnateur national du projet 4e communication nationale actualisée sur les changements climatiques. M. Komlan Edou est au micro de Odette Pira. Monsieur Edou Komla, bonjour. Bonjour madame. Les gaz à effet de serre, source de réchauffement climatique, inquiètent les spécialistes de la nature. Quel est l'impact de ces gaz sur notre environnement? D'abord, il faudrait qu'on comprenne la définition d'un gaz à effet de serre. On entend par gaz à effet de serre les constituants ou encore les composants gazés de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques. Quand nous parlons d'anthropique, ça dit humain, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge, ce que nous appelons gaz à effet de serre. Maintenant, quel est l'impact de ces gaz à effet de serre dans la nature? Il faut rappeler quand même que l'impact des gaz à effet de serre, c'est une variabilité à laquelle s'ajoutent nos activités, les activités quotidiennes que nous appelons aujourd'hui les changements climatiques. C'est une variabilité naturelle du climat à laquelle s'ajoutent les activités humaines qui constituent les changements climatiques. Parce que les changements climatiques, leur cause, ce sont des gaz à effet de serre. S'il n'y a pas de gaz à effet de serre, la variabilité naturelle du climat ne devrait pas nous poser des problèmes. Maintenant, les activités humaines qui s'ajoutent à cette variabilité naturelle du climat impactent sérieusement sur la vie des hommes sur la Terre. Comment ces gaz sont-ils produits et jetés dans l'espace? Les sources de production de ces gaz sont diverses. D'abord, il y a les déboisements des forêts. Lorsque nous faisons la coupe du bois à la recherche du bois de chauffe ou bien du charbon de bois, nous contribuons fortement aux émissions de gaz à effet de serre. Lorsque nous mettons à feu nos végétations ou bien nos forêts, nous contribuons aux émissions de gaz à effet de serre. Lorsque nous laissons nos animaux en divagation aller brouter n'importe comment
ou bien faire les déchets n'importe comment, nous contribuons aux émissions de gaz à effet de serre. Les opérations de fumage des poissons que nous faisons et des peaux de bêtes, toutes ces activités contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Les déplacements des véhicules utilisant les hydrocarbures, le développement industriel, la technologie, lorsque la technologie n'est pas moins émettrice de GS, la plupart de ces technologies contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Lorsque nous faisons le brûlage des déchets, les déchets qu'on jette et que nous brûlons à l'air libre, nous contribuons aux émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, madame, lorsque les déchets sont entassés et subissent une certaine condition, notamment la température et l'humidité, en termes de fermentation, ces déchets contribuent également aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, dites-nous, ces produits ont-ils un impact direct sur l'homme et les animaux? Les gaz à effet de serre, qui sont les causes des changements climatiques, et ces changements climatiques ont des conséquences aussi bien sur les vies humaines que sur la vie des animaux, impactent sur les humains tout ce qui est dans la nature. Quand vous prenez certains gaz que nous appelons l'hémioxyde d'azote, l'hémioxyde d'azote a un potentiel de réchauffement de 321 fois le carbone. Ça veut dire que c'est un gaz qui est très dangereux. Donc, tous ces gaz, que ce soit le CO2, le méthane ou l'hémioxyde d'azote, sont appelés des gaz directs et qui ont un impact direct sur l'environnement et par ricochet sur la vie humaine. Aujourd'hui, on parle d'un taux élevé de ces gaz. Est-ce qu'ils peuvent rendre la planète invivable? C'est tout à fait normal, madame. Il faut noter que depuis l'adoption de la Convention en 1992, le protocole de Kyoto en 1995, des efforts se font. Cependant, ces gaz, leur évolution est en augmentation perpétuelle. À travers le monde entier, en 2018, il y a un travail de la Convention qui montre que les émissions en termes de gigagrammes de CO2 équivalent ont atteint 37,100 millions de gigagrammes. Ça veut dire que c'est trop. C'est trop par rapport à l'année 2010, si nous prenons l'année 2000 comme l'année de référence, qui nous a permis d'élaborer nos contributions déterminées où ce taux est environ à 210,21. Donc aujourd'hui, il y a une forte augmentation. Certes, il faut noter quand même que des efforts se font à travers les contributions déterminées au niveau national qui a amené la communauté internationale à se réunir pour adopter un accord qu'on a appelé l'accord de Paris sur le climat en 2015 lors de la COP 21. Il faut noter que chaque État s'est engagé à contribuer à hauteur de ses possibilités, bien sûr, à la limitation du réchauffement global de la température. Force est de constater que la synthèse de tous les efforts de tous les pays du monde entier ont montré que beaucoup reste encore à faire. Parce que la synthèse est au-delà des 2 degrés Celsius que nous envisageons. Ou encore moins pour l'Afrique, parce que l'Afrique a bien soulevé lors de la COP que au-delà de 1,5, c'est que la vie ne peut plus être facile ou bien utile sur la Terre pour les Africains, du haut réchauffement global de la planète. Donc, au-delà des 4 degrés, ça veut dire que des efforts restent encore à faire. Il y a évidemment augmentation perpétuelle des émissions, ce qui nous interpelle tous, madame. Monsieur Edou, qu'est-ce que chaque individu sur Terre doit faire pour réduire la production de gaz à effet de serre? Chaque individu doit prendre au sérieux le problème du réchauffement global de la planète en contribuant aux efforts d'atténuation des émissions. Et ceci en adoptant un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement, c'est-à-dire que, vous savez, depuis 1967, par exemple, où le Togo s'est engagé dans le reboisement chaque 1er juin. Donc, il faut que ces efforts soient poursuivis parce que seul l'arbre a la capacité de séquestrer du carbone. Donc, le reboisement est très important. Il faudrait que nous renforçons le processus de reboisement, ce que le ministère de l'Environnement fait quotidiennement. Et il y a un programme aujourd'hui de reboisement où le ministère envisage reboiser à hauteur de 25% de la superficie forestière d'ici 2025. Ce sont des initiatives très louables que tout acteur doit appuyer, que ce soit le privé, que ce soit organisation de la société civile ou encore ONG ou encore de la recherche, tout le monde doit contribuer à cet effort. Il faut aussi protéger nos forêts et nos ressources, œuvrer pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Ce qui se fait, ça il faut l'avouer, que le gouvernement togolais s'est engagé dans un processus depuis 2010 dans le cadre de l'efficacité énergétique à travers le projet Puris et le projet CISO, tellement en 2015-2016, qui vient à point nommé renforcer nos efforts en matière d'énergie renouvelable. Il faut aussi la promotion et la pratique de l'agriculture respectueuse de la nature. C'est-à-dire que l'agriculture qu'on appelle l'agriculture Climate Smart Agriculture. C'est-à-dire qu'une agriculture qui est respectueuse du climat. On doit produire, mais en respectant
le climat. Il faut promouvoir l'utilisation des engrais biologiques, ce qui se fait fondamentalement dans beaucoup de localités aujourd'hui au détriment des engrais chimiques. Il y a aussi l'utilisation des pesticides et les herbicides, tout ce qui se fait, il faut que ça soit respectueux de l'environnement. L'utilisation des technologies moins émettrices au niveau des unités industrielles. Il faudrait que les unités industrielles qui doivent s'installer sur notre territoire puissent respecter les engagements pris au niveau international en termes de transfert de technologie, en termes de technologies moins émettrices de gaz à effet. Il faudrait quand même qu'on limite la prolifération de nos déchets. Oui, on doit mieux gérer nos déchets. La limitation des feux de végétation ou bien des feux de brousse, c'est très important quand vous mettez à feu les forêts, quand vous mettez à feu les végétations. Tout ce qui s'use là, ça contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui est fait au niveau national pour réduire le réchauffement de la planète? En prélude à la COP 21 de Paris, tenue en 2015, le Togo a préparé un document appelé Contributions prévues déterminées au niveau national, qui est aujourd'hui devenu les contributions déterminées au niveau national après sa ratification. C'est un document qui renferme des informations aussi bien sur les émissions du Togo et sur les politiques et les mesures que le Togo va mener pour atténuer ces émissions. Et donc le Togo s'est engagé à travers ce document à contribuer à l'atténuation ou bien à la limitation du réchauffement global de la température en deçà de 2 degrés C, ce qui est prôné par l'accord de Paris sur le climat. Donc, le Togo n'est pas resté bras croisés. Madame, je vous rappelle que depuis que le Togo a signé et ratifié la Convention et le protocole de Kyoto, le Togo s'est engagé dans la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. À travers d'abord l'élaboration régulière de ces communications nationales et des rapports biennaux, le Togo a produit une première communication nationale en 2001, une deuxième communication nationale en 2010, une troisième communication en 2015 et aujourd'hui nous sommes à notre 4e communication nationale en 2021, qui sera bien sûr soumise à la communauté internationale, plus précisément au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique d'ici la fin de l'année 2021. Tous ces documents informent la communauté internationale sur les efforts que le Togo fait en matière de contribution à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et les politiques et les mesures qu'il prend pour réduire la vulnérabilité de ces communautés à travers les inventaires de gaz à effet de serre. Parce que le Togo produit les inventaires de gaz à effet de serre, tous ces gaz à effet de serre dont nous parlons, et le Togo communique à la communauté internationale ces émissions et en prenant une série d'années de 1995 jusqu'à 2018. Pour le présent, c'est de 1995 à 2018. Et aujourd'hui, les émissions de 2018 pour le Togo sont disponibles. En 2018, les émissions du dioxyde de carbone sont de 25 290,53 gigagrammes de CO2 équivalent. Donc, c'est ces efforts qui nous permettent de dire qu'à ces émissions-là, il faut entreprendre des actions pour atténuer, soit des actions pour renforcer la résilience de nos communautés pour pouvoir lutter efficacement contre les effets néfastes des changements climatiques. Dans le secteur de l'énergie, les mesures envisagées ont consisté à porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à 50%. Et ces mesures doivent contribuer à réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre de 8% à l'horizon 2030. Dans le secteur, par exemple, des transports, la part des véhicules électriques dans la vente annuelle véhicules neufs sera portée à 3% à l'horizon 2025. Je rappelle qu'il y avait des tests, des décrets qui ont été pris dans ce secteur pour contribuer, bien sûr, par rapport à l'importation des types de véhicules dans notre pays. Vous savez que l'âge de véhicule est très fondamental dans les émissions de gaz à effet de serre. Dans le secteur de la foresterie, il faut rappeler qu'il y a un programme de reboisement qui se fait et chaque année, des efforts se font chaque 1er juin et au-delà de chaque 1er juin, des efforts ont été faits par exemple en 2020 où chaque préfecture devait reboiser jusqu'à 1000 hectares. Vraiment très important à souligner ici. Il y a la promotion des reboisements privés. Au niveau de l'agriculture, il faut dire que des efforts sont consentis dans l'agriculture biologique et l'agroécologie. Outre ces efforts, le pays vise aussi à travers la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, une croissance du produit intérieur brut agricole de moins 10% à l'horizon 2026. Monsieur Edou Komla, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du projet 4e communication nationale et 2e rapport biennal actualisé sur les changements climatiques. Pour conclure, quel est le degré de réchauffement de la planète? La planète se réchauffe. Et aujourd'hui, l'augmentation moyenne est au-delà de 4%. Ça veut dire que ceci nous interpelle tous. La moyenne de la température au niveau du Togo est par exemple de 27.
Et donc, si l'évolution ou bien la température au niveau du Togo, la température moyenne doit augmenter, il ne faut pas que ça dépasse 29 degrés. De sorte que quand nous allons faire la différence de 27 à 29, nous ayons une température qui soit en deçà de 2 degrés pour contribuer efficacement aux efforts mondiaux de limitation du réchauffement global de la planète. Merci, monsieur. Madame, c'est à nous de vous remercier. Meurtre et détention illégale d'un fusil de chasse perfectionné, tels sont les chefs d'accusation retenus contre le sieur Kodjoba. Il est cultivateur à Baoulé dans l'Oti. Il a été condamné par la cour d'assises de Kara à 5 ans de réclusion criminelle. Retrouvons Hélène Assabi dans Écho du Palais. Le 7 janvier 2016 à 9h, le nommé Kodjoba, portant des traces de blessures au dos, se rendit à la brigade de gendarmerie de Gando dans l'Oti, où il déclara avoir été victime d'agression à coups de machette par un peul nomade dans son champ de sorgho. Agression survenue au cours d'une altercation entre lui et des bouviers nomades dont les bœufs avaient dévasté ses tiges de mil. Nantis de cette information, les agents enquêteurs se transportèrent sur les lieux avant de découvrir que c'est plutôt Kodjoba qui avait tiré à bout portant avec son fusil sur l'un des bouviers, en l'occurrence le nommé Abidou, qu'il blessa grièvement. Évacué à l'hôpital de Mongo, ce dernier décédera 2 jours plus tard des suites de ses blessures. Interpellé et déféré au parquet du tribunal de première instance de Mongo, Kodjoba a été inculpé le 11 janvier 2016 d'homicide volontaire et de détention illicite de fusil perfectionné de chasse. Pour sa défense, l'inculpé a déclaré en enquête préliminaire que malgré les coups de machette qu'il subissait, il a réussi à tirer avec son fusil sur la victime qui fuyait déjà. Revenant sur ses précédentes déclarations, il a soutenu devant le magistrat instructeur que c'est en chutant suite au coup de machette que lui administrait le second peul que son fusil qu'il portait en bandoulière s'est déclenché de lui-même pour atteindre la victime. Mais lors des débats devant la chambre d'accusation, il a finalement avoué que c'est lui-même qui a déclenché le tir en appuyant sur la détente, alors qu'il admettait aussi qu'il ne disposait d'aucun permis de détention afférent à l'arme perfectionnée dont il a fait usage. Les renseignements recueillis sur la personnalité de Kodjoba lui sont favorables et font ressortir qu'il a mis fin à sa scolarité en classe de 4e pour s'adonner aux activités champêtres, passant l'essentiel de son temps dans sa ferme durant la période agricole et ne rentrant au village que rarement. Il ne fait pas de mauvaise compagnie et en tant que musulman, il ne consomme ni l'alcool ni le tabac. Il est célibataire sans enfant. Son entourage le décrit néanmoins comme un homme dur de caractère et non tolérant. Aussi est-il à sa 2e altercation avec les peuls. Son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation pénale. Mais attendu que les faits reprochés à l'inculpé sous la qualification d'homicide volontaire constituent en réalité le crime de meurtre, étant entendu que l'article 165 du nouveau code pénal définit clairement le meurtre comme étant le fait de donner volontairement la mort à autrui, Kodjoba a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour le crime de meurtre. À samedi prochain. Du sport football, la sélection togolaise en stage en Tunisie livre son premier match ce samedi contre la Guinée-Conakry. C'est dans le cadre de la journée FIFA et des préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Kilim Poyode. Après l'annulation de leur premier match face au MENA du Niger le 1er juin dernier, les éperviers avec à leur tête Jonas Kokou Komlan, sélectionneur par intérim, affrontent le Sili national de la Guinée ce samedi. Le capitaine Jen Dakonam et ses coéquipiers sont enfin prêts à mouiller le maillot pour leur première sortie de ce mois de juin. Plusieurs défis à relever pour les éperviers sont au rendez-vous de ce match. D'abord, briser ce mythe d'invincibilité de la Guinée qui, en 5 rencontres entre 1980
1998 et 2014 ont largement battu le Togo. Ensuite, apporter une réponse positive à la confiance que leur a fait le sélectionneur Jonas Kokou Komlan, mais surtout restaurer la symbiose avec le public sportif togolais. Tous derrière les éperviers pour la victoire. Rendez-vous cet après-midi à 14h, temps universel. 6 autres rencontres se jouent également ce samedi. Le Sénégal s'oppose à la Zambie à Thiès. Le Cap-Vert reçoit l'équipe olympique brésilienne à Belgrade en Serbie. La Gambie sera opposée au Niger à Antalya en Turquie. La Côte d'Ivoire s'oppose au Burkina Faso à Abidjan. Le Lesotho joue les Swatini à Maputo au Mozambique et le match au sommet est l'opposition entre la Tunisie et la République démocratique du Congo à Rades. Et pour fermer ce magazine pluriel, revue de presse, crise politique malienne toujours sous les projecteurs, tandis qu'au Togo, c'est le social, notamment la flambée des prix des produits de première nécessité qui préoccupe le gouvernement et la population. Et dans la foulée, les Togolais ont tout de même respecté le traditionnel 1er juin. Léontine Atogima. La chef du gouvernement, Victoire Tomégadobé, a donné l'exemple en respectant la journée de l'arbre. Voilà, les vainqueurs indiquent dans ces colonnes que Madame Victoire Tomégadobé a mis en terre un jeune plant d'eucalyptus dans la localité de Nita, dans la commune du Vaud-4. Un acte symbolique qui témoigne de la vision du gouvernement d'aller plus loin dans sa politique de reboisement, écrit l'hebdomadaire. Pour être plus précis, le messager révèle que dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, le Togo envisage la mise en terre d'1 milliard de plants d'ici 10 ans. Les journalistes adhèrent à ce programme de Togo vert d'ici à 2030. Ils ont honoré cette année encore la tradition en respectant la 2e édition de l'opération Un journaliste, un arbre. Flambeau des démocrates note une saison éclatante. La raison, la présence du ministre de la Communication, professeur Akoda Ayewadan, aux côtés de ses hommes de médias pour la mise en terre de 500 plans. Cette impressionnante mobilisation dénote de la prise de conscience des professionnels des médias sur la pertinence de l'enjeu qu'est la cause environnementale, souligne le journal qui cite le ministre Ayewadan en ces termes. S'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'oxygène, nous ne vivons pas. Planter un arbre est donc un acte de vie, sans oublier bien évidemment son entretien jusqu'à ce qu'il grandisse pour être un pourvoyeur. Fin de citation. Cette opération de reboisement s'est déroulée dans un contexte où les Togolais crient haro sur la flambée des prix des produits de première nécessité, notamment les céréales. À ce sujet, l'éveil de la nation tire l'attention du ministre en charge du commerce, Kodjo Adedje, sur sa responsabilité d'activer ou de réveiller les employés de la direction du contrôle des prix afin de décourager les commerçants qui s'adonnent à cette pratique d'augmentation drastique des prix des produits de première nécessité. Son collègue du département de l'agriculture, de son côté, a pris certaines dispositions comme l'ouverture des vannes de l'ANSAT. Des parutions, à l'instar de la lanterne, trouvent insuffisante et tardive cette décision. Le journal estime que le gouffre produit par cette flambée de prix est si grand qu'il se demande si les réserves alimentaires de l'ANSAT parviendront à le combler. Et si l'agence réduisait davantage les prix de ses produits céréaliers qui varient de 7 500 francs à 13 000 francs CFA le sac de 25 ou de 50 kg, s'interroge voilà les vainqueurs. Flambeau des démocrates abonde dans le même sens et exhorte l'ANSAT à aller au-delà de l'ouverture de ses réserves pour la définition des actions beaucoup plus consistantes. Et puis, hors de nos frontières, le Mali sous sanction après le dernier coup d'État, la lanterne trouve ridicule la décision de la CEDEAO de suspendre le Mali de leur institution commune, tout en l'appelant à la nomination immédiate d'un Premier ministre issu de la société civile. Nouvelle Opinion, pour sa part, relève que les chefs d'État de l'organisation ouest-africaine sont juste à la recherche des solutions durables pour sortir le pays de cette crise.
pluriel. Le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal magazine pluriel. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg